Chaque dimanche soir, Télévision Caraïbe s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateurs ou opérateurs culturels, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbe. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, un grand bonsoir pour nous toutes. C'est un plaisir pour me porter pour nous émission par nous, Analyse. Analyse, c'est une mission d'échange, c'est une émission qui est là pour nous faire promotion d'idées positives, promotion d'idées constructives pour nous arriver à retirer Haïti dans un passe côté lié, dans tout ça que le pas jamais suspendre plonger. Socrate te remédie, nul n'est méchant volontairement. Ça veut dire, si en Haïti, nous faisons politique tête en bas, nous crasons la société, je crase là, parfois c'est parce que nous manquons d'idées, nous manquons de projets, nous manquons d'esprit critique, esprit d'analyse. Et dans l'émission, ça, nous avons pour que nous fassions assez d'idées passées pour nous faire politique autrement dans le pays, pour nous construire l'autre société, côté que tout le monde est capable de vivre à l'aise. Déjà, nous avons un grand invité avec nous sur le plateau. Nous prenons pause et nous retournons. Chaque dimanche soir, Télévision Caraïbe s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateurs ou opérateurs culturels, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbe. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser. Si nous à peine branchés, nous sur chaîne 22 et nous suivons l'émission par nous, Analyse. Et aujourd'hui, nous allons pencher sur la question d'éducation avec un expert en éducation qui est avec nous. Docteur Franklin Benjamin, son plaisir que nous ayons sur le plateau. Alors, bonjour collègue Bill et bonjour aussi à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de l'émission Analyse, une émission que je suis régulièrement. Donc, c'est un grand plaisir pour moi là et pour moi échanger autour de questions qui font problème, mais aussi qui font actualité dans la question éducation. Donc, voilà, moi disposé à échanger et continuer le débat. Donc, professeur Benjamin, avoue que je prends pile temps pour m'étudier ces mots dans tête parce que c'est vers long en pile. Ou c'est un normalien supérieur, ou bien un master en didactique FLE, didactique français langue étrangère, ou bien un master également en philosophie politique, et ou un doctorat en sociologie politique, et aussi expert en éducation, son professeur, un chercheur dans le domaine éducation. Donc, c'est exactement un monde qui est bien placé pour nous traiter question éducation, pour nous traiter sujet ça. Quelle éducation pour Haïti aujourd'hui? Oui. Alors, nous avons rentré d'emblée dans ce sujet, professeur Benjamin. Comment tu es capable d'écrire le système éducatif haïtien aujourd'hui? Comment nous sommes capables de diagnostiquer le système éducatif haïtien aujourd'hui? Bien quand on souligne parcours moi dans la question éducation et peut-être ne pas ajouté l'autre élément, c'est que pour moi éducation c'est une passion familiale parce que papa comme directeur d'école j'ai toujours observé monsieur qui consacre pratiquement 30 ans de sa vie pour lui éduquer des jeunes de ce pays et maman parallèlement c'est éducatrice. Donc, du coup, c'était tout son question familiale, si vous voulez. Donc, c'est tout naturellement. L'éducation de les jeunes. Exactement. C'est tout naturellement que m'engager, moi, dans ce parcours-là. Et qui, pour moi, sont vraies passions. Parce que je pensais que nous ne sommes pas capables de faire rien dans le pays, ça, c'est que nous ne pas attaquer la question d'abord par l'éducation. Et quel que soit le débat, n'a fait politique ou autre, il faut toujours penser que l'éducation doit être cardinale dans ces échanges. Quel diagnostic peut-on faire aujourd'hui du système? Je pense que si nous considérons les questions du point de vue historique,
on peut dire que la question d'accès, si vous voulez, si nous considérons le diagnostic là, d'abord du point de vue de l'accès, il y a une nette amélioration. Parce que quand même, nous rappeler, nous commençons avec 6 écoles dans le pays et sous des salines. On en est passé à une centaine dans le milieu 19e. Aujourd'hui, on parle de près de 20 000 écoles dans le parc scolaire. Je pense que gagner une nette amélioration en termes d'accès au niveau du système. Sur le plan quantitatif. Sur le plan quantitatif, évidemment. Je pense que gagner en forme de démocratisation de l'accès. Quantitatif. Évidemment, la question de la qualité, elle est toujours derrière. Alors, c'est déjà une question qu'on m'a glissée. C'est ça. Donc, on peut le faire dans le diagnostic, évidemment. Et je pensais tout soulever, et dans ça qui vient pour à poser question équité. Et équité dans la question accès filles garçons. Je dis, les statistiques montrent très clairement que, et en tout cas, pour les 2 premiers cycles de l'école fondamentale, on gagne une nette amélioration de l'accès des filles à l'école. Parce que n'a pas une société égalitaire, parce que, pas oublier, nous sommes une société patriarcale, côté que c'est les garçons qui dominent, les hommes qui dominent. Donc, si les filles arrivent au niveau du primaire à être bien représentées à l'école, c'est aussi un grand bond vers sauver cette qualité dont on cherche l'accès. Bon, c'est vrai que aussi, malheureusement, dans le parcours, beaucoup restent en route pour des raisons multiples, moyens, etc., grossesse précoce. Mais c'est son point à souligner dans le diagnostic, l'accès des filles à l'école, qui est nettement amélioré. Peut-être une des questions qui fait débat aussi dans ce diagnostic, c'est la fameuse question de la langue. Et je pensais qu'il était une question à la vérité qui est très ambiguë et qui est beaucoup véritablement résolue, parce que il y a un ensemble d'études qui montraient qu'effectivement, à l'école, il y a un vrai pagaille, si vous voulez, de la question de la langue au sein de la salle de classe. Et personnellement, j'ai dirigé 2 ou 3 études sur ces questions et les résultats, en tout cas, témoignent des constats faits déjà et en tout cas, des hypothèses qui étaient déjà émises sous question en problématique liée à une non-maîtrise et qui fait que, précisément, la question qualité, non acuité, problématique fondamentale, parce que ça affectait évidemment la qualité de l'enseignement qui est donné. Mais dans l'ensemble, on va dire que... Nous avons retourner sur la question de la langue française, parce que c'est une question qui est très importante. Il faut discuter à part. Mais en attendant notre diagnostic, dans ce dia, nous avons 2 points que nous soulignons. C'est que, premièrement, nous avons fait face, surtout depuis la réforme de Bernard, nous bénéficions d'une certaine démocratisation quantitative. Parce que pour que ça me dise, nous avons l'école à multiples vitesses. Donc, mon Dieu, quand on dit son école à double vitesse, s'il était double vitesse, tout est bon. Son école à multiples vitesses, son paquet de l'école, Jean-Claude l'a dit à Mézi l'argent, Mézi Wangao, donc Mézi l'argent, Mézi éducation baou. Donc nous avons paquet école nationale en plein qui pas vraiment à offrir une formation de qualité, pourtant gagner qui offre une formation de qualité. Nous gagnons un paquet l'école qui pour cet coup de Dion qui est l'école Bolette et que plus fort mon y moyen aussi là-dedans aller. Nous avons un ensemble de collèges qui plus ou moins affectifs des collèges moyens. Et puis effectivement, il y a les écoles choréganistes qui, c'est vrai, ont déclassé dans le jour, parce que ça a été représenté sous scène nationale, scène internationale, là, vers les années 80-90, ce n'est pas niveau, ça aujourd'hui, ils descendent, ils déclassé, mais ils ont toujours été dans certains niveaux, dans certains temps. Après ça, nous avons pas de cours privés. Donc, son danger quand même que lié dans le système éducatif, c'est que vous gagnez toute l'école ça qui a fonctionné, que vous n'avez pas une école républicaine. Donc, d'abord, il y a une question, le fait que la démocratisation faite sur le plan quantitatif, n'est pas faite sur le plan qualitatif. Puis d'autre part, on dit que nous gagnons près de 500 000 Timoun, en dépit de toutes 20 000 écoles qui ont fonctionné, nous avons près de 500 000 Timoun dans le pays qui parlent l'école. Oui, parce que là, vous soulignez, ça me les éléments principaux et de la crise éducative haïtienne.
C'est vrai que moi souligner des points positifs, moi j'ai tendance à commencer par le positif C'est de très la bien. question. Et nous Parce sommes que, pour cette pédagogie ici. absolument, C'est très donc bien. bah, c'est important, mais ça ne veut pas dire, j'en souligne l'analyse, que pas gagner des questions qui fait problème précisément. Et une question que vous soulignez, c'est la question de la gouvernance. Son thème qui est galvaudé, mais on ne peut pas discuter sans l'évoquer. C'est la question de la gouvernance, c'est-à-dire euh, euh, comment est-ce que ce pacte scolaire qui n'arrête pas de s'agrandir, de se développer, dans quelles conditions est-ce que ce développement se fait? Dans quelles conditions cet agrandissement se fait? Il se trouve qu'il y a un dilemme. Le dilemme, c'est un dilemme entre demande et offre. Il y a une demande en matière éducative. On a parlé de cette démocratisation. C'est vrai que la population demande de l'éducation. Le problème, c'est que l'offre, malheureusement, ne vient pas de la République. Du point de vue étatique, tu parles de l'école républicaine, l'offre vient des particuliers. Yeah. Et à ce moment-là, Sous point ça, il y a ce problème. Haïti, c'est un pays côté que parents dépensent plus l'argent Bien pour sûr, l'école. on peut Là. discuter du panier scolaire, du kit scolaire haïtien, si tu veux, comme une question spécifique, ce que cela coûte à un parent. C'est une question sur laquelle aussi on discute, on réfléchit. Mais pour rester sur la question de la gouvernance, c'est que vous avez ce dilemme-là entre une demande qui est massive et une offre qui est limitée. Donc à ce moment-là, et à côté, un État qui peine aussi à assumer véritablement en responsabilité en matière d'offres. Donc, comment cela pourrait se résoudre? C'est à travers peut-être des instances de contrôle, parce que quand même, gagner des dispositions légales qui baillent l'État autorité pour que les conduits et système-là, ils dirigent le système-là. Et il y a des textes qui écrits sur ça. Bon, je suis capable de citer, par exemple, le texte d'un collègue sur les lois et constitutions du point de vue éducatif, comment question ça a traité, et une loi de 1974 qui réglementait la question de l'établissement scolaire, c'est-à-dire quelles sont les conditions qu'il faut réunir pour implanter une école. C'est très clairement défini, sauf que, précisément, vous avez entre-temps plusieurs lacunes en matière d'autorité de contrôle tout court, lacunes en matière de formation de ceux qui devraient contrôler, mais aussi des collusions des acteurs. Par exemple, vous avez des acteurs qui sont à l'intérieur de l'État, mais en même temps qui entretiennent des établissements scolaires. Donc, vous avez toutes ces questions qui forment un imbroglio sur lequel il faut réfléchir. Maintenant, autre élément de crise, évidemment, que vous soulignez dans l'approche là, c'est-à-dire qu'à un certain moment, on a l'impression que le système est dans une forme de statisme. Mais il faut dire à la vérité que ces derniers temps, gagner, on sentit une volonté pour que ou aller vers une amélioration. Même penser par exemple dans le contrôle, présence qualifiée en salle de classe, il y a des décisions qui prennent, à mon sens, qui allaient dans le sens du changement de la chose. Et je me rappelle que, par exemple, le ministre en place à un certain moment avait décidé de mesures sur... on va parler des 12 mesures. Des 12 mesures, par exemple. Le ministre Maniga. Le permis d'enseigner. Moi, je pense que c'est une bonne idée. Mais obtenir un permis d'enseigner pour être en salle de classe, le PPE, etc. Et doter la capacité d'identifier les établissements scolaires à travers, évidemment, des réglementations, toute une procédure. Je pense que ça va vers... Selon même, il y a un apport positif. Oui, il y a ça. Toutes ces intentions, pour moi, elles sont bonnes. Elles sont très bonnes. Après, il faut que les moyens soient réunis pour qu'on passe véritablement à l'application de ces mesures-là. Et je pense que c'est dans le sens de l'amélioration de la... Absolument. Donc, ça veut dire, déjà, dans la progression qu'on a fait là, dans le développement sujet, c'est que nous sommes bien étalés pour le public là, caractéristiques, problèmes, et composantes problèmes système éducatif là, et parmi différentes tentatives ou sorties qu'a faites dans les derniers jours là, vous pensez que 12 mesures Manigayo, c'est absolument un grand effort pour essayer de pallier le problème ça que vous souhaitez décrire. En tout cas, ne serait-ce que du point de vue de la gouvernance, je ne peux pas me prononcer sur les 12 à la vérité, ne serait-ce que du point de vue de la gouvernance,
Je pense que les deux premières me semblent aller dans le bon sens. Yeah. Il faut être honnête intellectuellement et quand il faut dire les choses et dire les alors, choses. moi, annoncer, c'est parce qu'effectivement, il faut nous discuter dans plus de détails sur ces 12 mesures, parce que de toute façon, il faut qu'il y ait des émissions sérieuses qui font sur 12 mesures absolument, dans le pays, parce que c'est quand bien même matrice gouvernance que le ministre Leslie Maniga proposait. Dans 12 mesures, par exemple, une mesure que les Haïtiens ne comprennent pas. Haïtiens pas comprendre, parce que bon, incompréhension dans bagaille là. Nous avons une conception, parce qu'il faut parler de philosophie qui anime l'éducation en Haïti. Haïtiens ont une conception de l'école, parce que l'école là, pendant un certain moment, nous avons tout comme un instrument de barrage contre les masses. Son bagage nous monter pour nous barrer le monde. Parce que savoir-là sont voie royale en Haïti qui mène au pouvoir et à l'avoir. Absolument. Donc, si nous n'avons pas beau savoir, nous mettons dehors pour un bon temps. C'est dans le souci, ça, par exemple, les ministres Maniga éliminé baccalauréat, première partie, ça a été les bac 1, examen réto, en pile monde trouvait que l'école l'a casé. Oui. Parce que rôle barrage que l'examen dit là pour le jouer, il n'est pas joué encore. Donc, comment vous êtes capable de réagir sur, par exemple, élimination examen réto, par exemple? Ouais. Moi, c'est pour faire interpeller, pour nous retourner peut-être sur des réflexions qui faites depuis, on dit, début 20e siècle, là, sur question, peut-être même avant aussi, mais c'est n'a pas de Kaim et sur question fonction de l'école. C'est ça qui est fondamental aussi pour nous regarder et ça permet de nous comprendre le rapport nous à l'école, je vais poser là. Ce rapport, on va dire ambigu et sur lequel il faut continuer à réfléchir parce que ce rapport ambigu s'explique comment? Et par le fait suivant, où gagne une volonté et puissante de la population pour l'école, c'est-à-dire on veut l'école. Mais on a l'impression tout, leur retrouver pédaler, la société a un doute sur l'école. Façon institution réappropriée, façon regard porté sur des gens qui ont capacité dans la société. Et nous pas cocher des cases, parce que de quand même, il dit nous l'école a 3 fonctions. Première fonction, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est socialisation. Il faut que l'école arrive à intégrer les citoyens d'un pays. Socialisation et intégration. Et la question c'est, est-ce que notre école arrive à intégrer véritablement? Tu as parlé d'école à plusieurs vitesses, et il semble que la majorité est restée au bord de la route. C'est-à-dire en matière d'intégration, y compris ceux qui font l'effort d'aller très loin dans leur scolarité. Mais pas oublier, par exemple, un rapport qui est sorti récemment par UNICEF sur les enfants surâgés dans le système scolaire. Mais tu sais que 80% de nos enfants sont surâgés. C'est-à-dire que tout niveau compris, sont surâgés dans le système scolaire. Donc c'est qu'il y a un problème. Soit il y a une incompréhension, soit je ne sais pas où le problème existe, mais il y a un problème. Bon. De fait, il y a un problème d'intégration, parce qu'à l'arrivée aussi, ceux qui apprennent quelque chose n'arrivent pas à s'en servir. Parce qu'il y a un problème. Maintenant, deuxième rôle là, c'est ça de Kaim Relé, par exemple, légitimation et des savoirs. C'est-à-dire que comment est-ce que je décide que j'apprends ça ou ça? À partir de quel besoin? À partir de quelle nécessité? Avons-nous une réflexion sur les contenus que nous enseignons ici, y compris au niveau universitaire? Parce que quand même, il faut bien réfléchir à l'intégration au niveau régional, au niveau mondial. Il y a une demande en matière de savoir aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui, et je parlais à un ami qui me dit, mon enfant, je vais l'envoyer en médecine. Il me dit, monsieur, mais est-ce qu'on connaît si fait le fait informatique? Il y a plus de chance pour le vivre mieux que s'il fait médecine, je veux dire. Parce que la demande au niveau mondial aujourd'hui, elle est dans ce domaine-là, en technologie. Est-ce que nous avons une réflexion sur ces questions-là? Et je ne crois pas. Donc, ce qui fait que cette absence de réflexion fait que nous agissons parfois dans tous les sens sans pour autant prendre le temps Donc, ça veut de réfléchir sur la question. Parce qu'à l'arrivée, si tu permets... Nous aborder question utilité de l'école là même. Absolument. Donc, qui ça l'école là, porter comme produit fini
pour la société. Effectivement, nous avons regardé l'école nous en Haïti, c'est une école qui pas connecter avec le milieu. C'est une école qui est déconnectée avec le milieu. Ça veut dire, moi, je toujours poser question avec un pile monde. L'on passe l'école en Haïti, c'est comme si l'école l'a préparé pour l'eau à l'étranger pour sentir plus la caillou que l'eau en Haïti. C'est ça. Donc l'école là fait nous des évadés. C'est ça. En un propre milieu nous. L'école haïtienne c'est l'école qui a préparé nous pour nous évader, pour déconnecter nous. Ça c'est un premier aspect. Deuxièmement, c'est l'école qui pas nous formation pratique. Je vais rappeler justement on a parlé là en Haïti, nous tout le monde qui a exercé des métiers manuels, des tâches pratiques, etc. Nous pensons aussi de ces gens qui sont pas capables. Par exemple, en Haïti, vous pensez que mon nom de n'est pas capable de passer l'école, là, il fait études professionnelles. Oui. Donc, comment on comprend ça? Qui ça doit faire pour nous suspendre, préparer des ces gens qui ne sont pas utilisés en rien, des ces gens qui n'ont pas de sens pratique? Comment ça a remédié selon vous? Moi, je qualifie dimension ça un problème non et pas un concept simple. Et c'est ça me relève un parallélisme qui existait entre l'école et la société haïtienne. Et parallélisme ça, il y a des déclinaisons et qui ont des impacts négatifs sur à la fois individus comme monde qui vivent dans la société, mais en même temps sur l'environnement, la vérité. Parce que parallélisme ça, il traduit par un premier impact négatif qui c'est parfois une incapacité d'agir, une incapacité d'action. J'aime prendre l'exemple avec mes étudiants à l'université pour dire que en philo, moi-même, je fais physique, je fais section C, et monter batterie, etc. C'est des questions comme ça. Théoriquement, hein? Théoriquement. Bien sûr. Okay? Mais donnez-moi 4 batteries là maintenant pour faire le montage, je ne peux pas. Mais je connais toutes les théories. C'est parallèle entre la vie réelle et si vous voulez, et ce savoir théorique et abstrait donc qui crée une sorte d'impact négatif qui traduit par une incapacité de l'individu pour agir. Là, je prends un exemple. Je pourrais prendre plusieurs exemples et je pense que comment ne pas priver le problème de déconnexion ça? Bien entendu. Et c'est là qu'il faut concentrer des questions. Moi je n'ai pas une formule toute faite pour dire là maintenant, voilà comment la recette, voilà comment il faut faire. Moi, je pense qu'il faut y réfléchir. Il faut y réfléchir pour plusieurs raisons. Parce que les sociétés qui se développent, tu as parlé de profession, c'est parce que, précisément, il y a une connexion entre la vie réelle, la dimension endogène, là où l'individu vit, et sa réalité propre, pour que l'y amener à transformer tête et transformer milieu côté la vivre là. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à un point où l'enfant, l'individu puisse opérationnaliser son savoir. Et c'est ce problème d'opérationnalisation. Bon, c'est arendtien et penser. On connaît ça. Je me dis pas citer Arendt parce que je connais son goût arendtien. Non, qui réfléchit sur la question crise de l'éducation. Et Arendt fait toute une discussion sur cette question d'agir. C'est-à-dire que, parce que exister à la naissance, c'est être introduit dans le monde. Et le monde, ce n'est pas la nature, c'est le résultat de nos actions, absolument, de ce que nous arrivons à créer comme œuvre. Pensez également, dans la même question, ça, nous avons bien pour nous allouer comment peut-être opérationnalisation bac professionnel là, tu es capable, qui c'est une 12 mesures, le ministre Panigayo, tu es capable d'aider pour que vous avancez sur la question ça. Mais c'est déjà, nous avons pause et nous avons retourné pour discuter la question ça. Chaque dimanche soir, Télévision Caraïbe s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateurs ou opérateurs culturels, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbe. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser. Nous à peine branchés, nous sur chaîne 22 et nous suivons l'émission Analyse. Et nous avec un gros bout de tonton expert, Benjamin, nous avons discuté ensemble sur la question éducation. Comment nous sommes capables de refonder l'école haïtienne pour nous sauver la société haïtienne. Alors, professeur Benjamin, nous avons écouté nous avons dit
est-ce que si on diversifie offre de formation, sorti dans la question l'école moniste là, sorti dans l'école qui a demandé pour tout le monde faire même matière, tout le monde faire même bagaille là, bah il y a une chance pour que vous preniez formation professionnelle. Gens ça fait dans tout pays, dans le Caraïbes là. Donc parce que ça n'a pas aucun sens pour moi d'autres si pour finir l'école après ça vous apprendre auxiliaire, apprendre aide-soignante, ça il pas qu'à tout sortir étudier aide-soignante dans l'école là. Pour si on finit l'école après ça il va faire technique bancaire, technique douanière, ça il pas qu'à tout faire l'école là. Plus surtout avec tout métier là même. C'est clair. Donc est-ce que si nous rentrons dans bac professionnel et que ça va aider que nous résoudre problème déconnexion ça, question utilité ça que nous avons parlé. Ouais. Alors des formations professionnelles et à la base littéraire et philosophe, qui fait que m'intéresser surtout penser par concept, parce que penser effectivement et c'est la meilleure façon pour saisir question dans leur globalité. Absolument. Et c'est son déficit dans le débat public ici. Je pense que il y a un concept m'a essayé regarder, réfléchir, c'est ça me relait et éducation d'urgence et pas éducation en urgence non, éducation d'urgence. Je pensais il faut nous réfléchir sur un modèle d'éducation pour Haïti. C'est-à-dire qu'il y ait à son histoire propre, tout en restant connecté à l'universel, mais je pensais qu'on réflexion pour nous faire sous tête panne, et pour que nous disions, ok, mais quel type d'éducation nous allons garder? Et c'est ça qui va le permettre, nous. Maintenant, regarder les conséquences déclinées. Est-ce qu'on y a aller dans tel type de professionnel? Est-ce qu'on a aller dans tel type de métier libéral ou autre chose? Pour un ensemble de raisons, je pense qu'il faut penser éducation d'urgence. D'abord parce qu'on a un problème qui est lié, un problème anthropologique en tant que tel. Qui fait que délitement social et absence de confiance des gens en eux-mêmes, et dans leur avenir, dans leur destin. Et ça, c'est une question fondamentale. Parce qu'à partir du moment où il y a une enquête qui vient de sortir, je crois que c'est Oxide qui a publié ça, et cette semaine, 82% d'Haïtiens veulent quitter le pays. 82% d'Haïtiens. Bon, après, il y a une marge d'erreur, évidemment, son enquête, mais le chiffre, ça dit beaucoup de choses. Je pense que l'éducation ne peut pas ignorer une telle affaire. C'est-à-dire, à partir du moment où 82% d'une population s'imagine vivre en diaspora, il y a un problème. Donc, il faut éduquer là-dessus. Et ça, c'est une urgence. C'est ce que j'inclus dans l'éducation d'urgence. On ne peut pas faire comme si, même si on apprenait à tout le monde les meilleures connaissances du monde, mais s'il n'y a pas d'ancrage, s'il n'y a pas de valeurs auxquelles on s'attache, à partir de ce moment, ça ne veut plus rien. Donc, je pense que ça passe par là, cette question d'éducation d'urgence, mais ça passe aussi parce que tu dis, Bill, bon, je pense que ça passe par des choix aussi. C'est-à-dire, quels sont les besoins du pays et quelles sont les formations. Évidemment, on ne va pas former uniquement pour Haïti, mais je pense qu'il faut faire la part des choses. Et finalement, il faut s'entendre aussi sur ce que nous voulons faire de l'éducation. La République dominicaine, à un certain moment, traversait de grandes crises. Et l'éducation pâtissait aussi de ces crises. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont entendus en 1994 pour qu'il y ait un pacte national sur l'éducation. Ils ont décidé de consacrer 4% du PIB de leur pays, quelle que soit la crise, quelle que soit la situation, pour que ce système puisse être soutenu sur le long terme. Donc, je pense qu'au final aussi, ce que nous devons résoudre, c'est quelle est la longueur de notre vision. Parce qu'on a l'impression aussi que nous ne voyons que sur du court terme. On n'a pas le long terme en vue. Et je pense qu'il faut commencer à enclencher dans cette question. Et il faut être dans l'urgence, comme je l'ai dit, éducation d'urgence, mais aussi être dans le long terme. C'est-à-dire que penser le long terme à partir des urgences ici et maintenant. Je pense que si on n'arrive pas à faire ça, c'est-à-dire quels que soient les types de métiers qu'on va décider, est-ce qu'on va apprendre, etc., ça peut ne pas servir à rien. Donc il faut l'inscrire dans un cadre global, dans une réflexion autour de cette question-là. Depuis que nous commençons l'émission, quel que soit mon capteur de nous, nous que plusieurs fois, directement ou indirectement, nous effleurer. Ça veut dire qu'il faut que nous abordions. On a parlé de crise d'éducation et crise de société en Haïti.
plusieurs fois, on montré que un rapport entre, et dernier exemple, pour prendre la République dominicaine en 1994, là, il montre ça clairement. Donc, quel rapport ou arrivé établi entre crise de société, que nous gagnons, c'est quoi la société haïtienne, non, et crise d'éducation que nous avons traité à la. Non, le rapport, il est automatique, je veux dire, parce que l'individu, il est individu, mais il fait partie d'un ensemble. Et il reçoit aussi les échos de cet ensemble. Et il est en interaction avec tout ça. Donc l'école, je crois que il y avait un débat comme ça entre Charles Péguy et un autre auteur. Et la question était de savoir est-ce que la rue doit rentrer à l'école ou est-ce que l'école doit se fermer à la rue. En tout cas au monde extérieur, disons ça comme ça, au monde extérieur. Et la position, évidemment, de Péguy à l'époque, c'était de dire l'école, c'est un espace clos. Donc, l'extérieur reste à l'extérieur. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut se dire que l'extérieur est à l'intérieur de l'école. Donc, il faut en prendre compte. La société est à l'intérieur de l'école. L'école, c'est la société. Par conséquent, si nous voulons agir sur la société, il faut commencer par là, d'abord. Parce que de toute façon, bon gré, mal gré, ce sont ces individus-là qui prendront la rêne de la société. Donc, c'est des projets à long terme, malheureusement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de recette à proprement parler pour faire ça. Mais moi qui m'intéresse à l'éducation comparée, je viens de prendre l'exemple de la République dominicaine, je pourrais prendre l'exemple de la France au XIXe siècle, quand ils ont fait leur réforme avec Ferry, c'est-à-dire pour reformater l'école républicaine en tant que telle, c'est-à-dire pour remettre tout ça sur les rails. Et vous avez les résultats aujourd'hui, ou les réformes américaines dans les années 40 aux États-Unis, c'est-à-dire où il fallait réformer l'université parce qu'il y avait un décalage entre la société et l'université. Donc, il nous faut apprendre à réfléchir sur tout ça. C'est-à-dire que savoir qu'il y a un rapport de réciprocité, de réversibilité entre l'école et la société. Il faut commencer à travers l'école, précisément. Parce que c'est là que l'individu commence à apprendre. Très bien. Encore dans la même question, ça, je ne dis comment penser qui valeur, sur qui valeur éducation haïtienne a de baser. Qui valeur que le système éducatif haïtien a de vendre écoliers, écolières, qui ont formation là-dedans. Moi, je pense que c'est une valeur qui est cardinale, en premier. Et moi, je pense que le patriotisme, c'est une valeur à enseigner. Et je regarde sur les réseaux sociaux, il y a une nostalgie pour le civisme. Et il y a des gens qui vraiment pensaient qu'il fallait revenir avec le civisme parce que ça, il y a un manque. Et ce manque s'explique par l'exemple que je viens de prendre, par exemple, ces Haïtiens qui veulent tous partir, etc. Je pense que ça, c'est fondamental. Et même passer par-dessus tout, l'autre valeur, et on a dit compétence et capacité qu'il faut impliquer, c'est l'esprit critique. L'esprit critique. Et je pense que nous perdons un pile, en tout cas, nous avons besoin de former à l'esprit critique. Et si nous n'avons pas fait ça, nous tombons dans le dogmatisme, nous tombons dans l'anathème, etc. Et l'esprit critique là qu'ils ont, c'est qu'en même temps, il est capable. Il a une conséquence politique, oui, parce que ils permettent débat public là beaucoup plus apaisé. C'est-à-dire que capable de sortir d'un modèle où là la violence absolue, c'est-à-dire à un modèle peut-être qui est beaucoup plus. Mais ça, c'est son construction. La institution espace public. Espace public. Et ça, c'est le rôle de l'école, l'espace public. Et même si il y a des gens qui opposent procher avec ça, bourgeois, mais écoutez, ça, la résoudre un problème, c'est que la méthode sur l'autre terrain, c'est-à-dire de l'échange, etc., à un autre niveau. Mais pensez par-dessus tout, on ne peut pas faire une école sans penser à l'autonomie. À l'autonomie. L'autonomie de la pensée. L'autonomie de l'action. Et ça, comment est-ce que l'école nous est capable de rêver et éduquer question ça dans la salle de classe. En termes de personnalité. De personnalité. Moi-même, j'ai un ami qui a une fois de question diaspora, nous avons regardé les lycées haïtiens qui ont dépendance la caille de diaspora. Bien sûr.
On va dire ici, il y a couple cap marié en Haïti entièrement sous compte parents, sous compte monde qui vivent à l'étranger. Bien sûr. Ou gen pression en Haïti, il y a des gens qui pensent qu'ils fait n'importe quoi sous compte l'autre monde. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Autonomie en termes de Et ça, personnalité les fondamental. Ah oui. Les fondamental. Et bon, l'autre élément que tu as souligné, c'est peut-être, et bon, m'anime mon cours sur question ça spécifiquement, parce que nous discuté de ça déjà, et dans le cadre des universités qui c'est l'éthique de la responsabilité. C'est-à-dire, je pense qu'aujourd'hui, et j'allais le dire, j'ai un ami qui a une école primaire, qui fait déjà la philosophie dans la première année fondamentale, jusqu'à 6e année fondamentale, des cours de philosophie. C'est-à-dire, nous, on pense que la philosophie... On parler de Jimmy Pétiot, et Pétiot, voilà, salut, depuis une classe. Bon, parce que, type de questions ça, c'est dès l'enfance qu'il faut qu'elles soient intégrées. Bon, qu'elles soient... Donc, nous, nos sociétés, côté que personne... aborder des questions ça, mais effectivement, tout le monde connaît que enseigner la philosophie en terminale, son bagage, son cause perdue. Je pense que c'est un échec. C'est un échec. On ne peut pas apprendre à penser en terminale. C'est clair, c'est un échec. Penser que tu as fait d'habiter. C'est une question qu'on doit remettre sur la table. Peut-être amener le ministère aussi à réfléchir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser l'école sans penser ici la question de la responsabilité. Moi, j'ai conçu ce cours à un moment spécifique. J'ai regardé à la télé un ministre qui s'est effondré en pleurs parce qu'on l'accuse de ce qu'il ne savait pas. Bon, alors sauf qu'à l'époque, il était ministre, il a tout signé. C'est-à-dire que je me dis, mais il y a un problème là, il y a un problème de responsabilité. C'est-à-dire qu'à partir de quand, c'est-à-dire, on sait qu'on est responsable de X ou Y. Et si tu regardes le discours... On va laisser dans le monde, mais si je ne non, on ne va pas citer de nom. Là, on va parler de Wilson là. C'est ça. C'est ça. Pour moi, c'était extraordinaire. C'est-à-dire, c'était extraordinaire. Yeah. Je pense que si à ce niveau, vous avez ça, et il faut imaginer... Personne ne soit abandonné dans le pays. Personne n'est responsable de rien. Personne. Yeah. Et fais une petite enquête, tu vas voir. Donc, je pense que l'école doit s'approprier. Et c'est notre fonction en tant que chercheur de faire ces constats et de le proposer à l'espace public, à ceux qui discutent, à ceux qui décident, à ceux qui font de la politique, pour leur dire, peut-être qu'ils n'ont pas le temps pour réfléchir, en tout cas pour faire de la recherche, mais voici les résultats. Donc il faut agir sur ces questions, parce que là, il y a urgence. C'est-à-dire, si l'école n'a pas arrivé éduquée à la responsabilité, on va toujours gagner fatra dans la rue, on va toujours gagner des ordres dans la rue, etc. Parce qu'on n'aura jamais assez de policiers pour mettre derrière chaque haïtien. Très bien. Alors, professeur Benjamin, au petit monde en Haïti, surtout dans le milieu province, qui compte Kemab en pile. Les comptes Kemab, les comptes Kemab. Et tellement compte Kemab, les comptes Kemab, souvent l'on gagne Mabli, la casse tout. Là, l'école, là, on dit le Jean a 5 billes, Jacques a 8 billes, combien de billes ont-ils ensemble? Il n'y a pas qu'à faire. Or, le compte Kemab, il compte ça Mabli. Dans quelle langue pour éduquer aujourd'hui en Haïti? Bon, son question, m't'a dit qu'il y a deux types de réponses. Une réponse qui est scientifique, une réponse qui est politique. Et en général, j'ai tendance à ranger du côté de la réponse scientifique et non pas du côté de la réponse politique. La réponse scientifique là, il établit très clairement que on petit monde apprend plus bien dans la langue mamale. Yeah. Donc, si vous ne pouvez pas créer paranoïa dans tête petit monde, conflit linguistique, interférence de toutes sortes, blocage, question problème d'imaginaire. Et alors, je ne vais pas révéler les recherches amis a fait, même gros amis qui font une recherche extrêmement intéressante. Et monsieur dis-moi, il a fait un bagage, il a pris compte que même là, on a posé question créole là, comme langue d'enseignement, on a l'autre problème qui posait. Une question d'imaginaire. Et son recherche, je ne peux pas vous dévoiler là. Monsieur dis-moi, il fait expérience avec petit lit, qui apprend à créole. Et monsieur a écrit une histoire. Dans l'histoire, monsieur a écrit des pieds bois en créole qui n'ont pas existé dans le pays. Conclusion, le fait, c'est que je regarde un pile film en français, parce que nous n'avons pas de production cinématographique en créole, ou d'accord même. Nous avons des bagages qui circulent sur les réseaux sociaux, c'est de très piètre qualité,
parfois c'est de bas étage, donc ou pas qu'à exposer ti moun à type de bagaille De ça la yo. grivoiserie. Donc automatiquement tes enfants ils tournent vers l'extérieur. Yeah. Le Canal Plus ou bien CNN ou bien toute qualité causée. Donc c'est-à-dire il n'y a pas un imaginaire collectif qui circule, on va dire, au niveau académique dans la langue, ce qui fait que on doit enseigner en créole là, mais que l'on travaille par un autre imaginaire qui n'est pas un imaginaire local parce que bon niveau d'accès pas fait. Donc c'est vrai que question scientifique là l'établir mais qu'on travaille qui pour fait au niveau politique pour que gagner en forme d'intégration réelle de la langue à l'école parce que tout le monde cap poser des questions créoles là quand des questions pas posées en plus la question de la production qui y pense c'est-à-dire que la question des ressources didactiques etc véritable qui y pense qui les finance véritablement qui les met en place donc c'est une question à la fois scientifique et politique mais tu ne peux pas les dissocier c'est-à-dire ces deux réponses là scientifique et politique donc on veut nous amalgame évidemment et moi-même je pense nous pas obligés de faire un choix contre l'autre. Et je pense nous capables alors ou faire référence à la réforme Bernard là qui parlait d'un bilinguisme équilibré. Et c'était ça l'objectif de la réforme Bernard, c'est d'arriver à un bilinguisme équilibré. Comment il le schématise? À partir du premier cycle, l'enfant apprend en créole. À la fin du cycle, il s'introduit en français. Et puis, un cheminement dans les deux langues, créole et français. Moi, je pense que ce modèle, très bon modèle. Si on veut mettre les moyens qu'il faut pour le réaliser, moi, je suis pour. Parce que je pense que jusqu'à présent, on n'a pas exécuté même 20% de la réforme Bernard. Il faut aller vers ça. Il faut toujours dire que le français a fait partie du patrimoine haïtien. Nous ne pas balvague. Bien sûr. Nous ne pas laisser le tomber. Bien sûr. Nous avons une plus belle production francophone dans le monde. Absolument. Si nous prenons toute autorisation, nous produisons dans la langue française là, dans la fin du 19e siècle, là, la passe en Firmin, passe en Louis Joseph Janvier, passe en Solombinos. Donc, nous n'avons pas d'intérêt pour abandonner la langue française là. Nous avons une plus belle littérature. Non, tout à fait. Où est l'autre argument? Mais par contre, où est l'autre argument? Nous avons toujours commencé l'enseignement dans le créole pendant que si nous n'avons pas appris le français, langue étrangère. Bien sûr. Nous avons appris le français pour tout bon. Mais l'autre argument, d'après le mettre dans la question, c'est-à-dire que les partisans du monolinguisme, je pense qu'ils sont anachroniques. Parce que pour l'instant, actuellement, c'est le plurilinguisme qui est à la mode. Effectivement. C'est-à-dire aujourd'hui, l'enfant qui est à même de s'intégrer véritablement, en général sur le marché du travail, y compris local. Parce que tu sais qu'ici, il y a des boulots, si tu veux le faire, il faut parler anglais. En Haïti même. Donc, on est dans un espace caribéen, on fait partie de la CARICOM, du marché CARICOM, on fait partie de l'OEA, on est dans l'espace monde. Donc, il faut encourager le plurilinguisme. C'est-à-dire que c'est la polyglossie. La polyglossie. Donc, les enfants doivent apprendre à parler l'espagnol correctement, etc. Donc, le débat qui veut qu'il faut se refermer uniquement dans le créole, moi, je n'y crois pas. Je pense qu'il faut, travailler à un bilinguisme équilibré pour que les élèves apprennent à parler et à écrire correctement dans les deux langues. 2, il faut aussi renforcer l'enseignement des langues étrangères. Parce que et aujourd'hui, il y a une langue qui fait son apparition sur le marché, on n'y prête pas attention. C'est le chinois. Et le chinois, parce que les Chinois, si on les met du monde dans quelques années, donc aujourd'hui, un enfant qui arrive à se faire en chinois, en anglais, en espagnol, rien ne l'arrête. Donc, ceux qui veulent s'enfermer dans le créole, je leur dis bonne chance. Parce que c'est le monde d'après. C'est pas le monde, c'est le monde d'avant, c'est pas le monde d'après. Ça pas là-dedans du tout. Absolument. Donc le monde d'après, c'est le plurilinguisme. Nostalgie, créole contre français, français contre créole, non. Absolument. Pas du tout. Nous avons une position technique sur comment pour former haïtiens, haïtiennes, je dis, dans la question de langue. Plusieurs fois, nous faisons pile proposition dans l'émission qu'on fait là, mais composition importante en pile, il faut que nous fassions ramasser sur eux. Comment nous sommes capables de démocratiser effectivement le système éducatif haïtien, tant sur le plan qualitatif que quantitatif. Autrement dit, qui espoir de gagner pour inventer une école républicaine aujourd'hui là en Haïti? Réponse à la question, ça, elle est politique. Et je pense qu'il faut que
nous, Haïtiens, et les élites qui dirigent ce pays, que le pays soit bien dirigé ou mal dirigé, c'est dirigé quand même, d'accord, qui dirige ce pays, il faut qu'on s'entende sur ce que nous voulons faire de l'éducation. Parce que l'école ne deviendra pas républicaine si on a un budget, tantôt c'est 10%, tantôt c'est 20%, tantôt c'est peut-être 11%, alors qu'on parle d'une demande de plus en plus Première question, il forte. faut nous entendre son quota. Il faut qu'on s'entende sur la manière dont on finance l'éducation en Haïti. Yeah. Il faut qu'on s'entende sur le financement de l'éducation. Et ça ne doit pas être un aléa de gouvernement. Parce que c'est un projet national, c'est une question républicaine. Il s'agit de l'avenir d'un peuple, de son prestige dans le concert des nations. Donc sinon, on sera toujours le paria du monde. Les coupeurs des cannes à Saint-Domingue ou les plongeurs aux États-Unis, et on nous donnera toujours un visa agricole, etc. Non. C'est-à-dire que c'est à nous de nous dire, voilà, quelle place on va s'aménager dans ce concert-là. Mais ça passe par ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'on s'entende. Renégocier place. Je peux comprendre. Du travail, là. Je peux comprendre qu'il y a des privilégiés, c'est-à-dire, bon, toutes les sociétés. Mais il faut aussi qu'on se dise, sur ce point-là, voici ce que nous avons en commun, ce que nous pouvons défendre en commun. Donc, inventer la communauté à travers ça. Inventer la communauté. Je pense que ça, c'est un premier travail à faire, si on veut vraiment. Mais ça passe, donc, c'est la conséquence, par un renforcement aussi. Une présence beaucoup plus accentuée de l'autorité de l'État dans la question éducative. Et je persiste à croire que 15% du parc scolaire n'est pas suffisant pour être géré par l'État. Il y a 15% seulement du parc scolaire qui est public. 15%. 85% est privé. C'est-à-dire ça ne correspond pas à la réalité économique du pays. Tu as un pays où 80% des gens pratiquement ne travaillent pas. Il y en a qui travaillent, mais c'est de manière déguisée. Donc ça ne correspond pas au modèle économique. Les gens ne travaillent pas, mais quand même, ils payent très chèrement l'école. Tu as parlé de la diaspora, heureusement que ça existe. Donc, sinon, ça serait la catastrophe. Donc il faut qu'il y ait une implication davantage de l'État dans la gestion et dans l'offre scolaire. C'est-à-dire plus des lycées, plus d'écoles fondamentales. Aujourd'hui, les enfants sont surâgés. Pourquoi? Parce qu'ils vont à l'école très tard. Parce qu'à proximité de chez eux, il n'y a pas... Oui, il n'y a pas une école, primaire, parce qu'ils doivent attendre qu'ils aient l'âge pour marcher, pour aller très loin, 8 ans, avant qu'ils commencent à apprendre. Bon, nous, on est de la province, on sait de quoi on parle. Effectivement. Donc, voilà. Je pense que ça, c'est une question de justice sociale. On marche 4 km chaque matin. Voilà. Donc, je pense qu'on est tous passés par là, d'une certaine manière. Donc, je pense qu'il y a une implication comme ça est nécessaire. Donc, si on agit sur ces deux paliers, on fait beaucoup de choses déjà. Après, évidemment, la question curriculaire, c'est une question fondamentale aussi. C'est-à-dire, il faut qu'on sache, on est dans un monde en mutation, c'est-à-dire qu'il y a une réflexion constante qui doit être faite. Est-ce que les savoirs que nous enseignons ici ne sont pas périmés à partir de l'aéroport ou à partir de la frontière? Est-ce que nous pas une sorte de... bon, je ne vais pas employer le mot, mais une sorte de narcissisme. Non, mais nous n'avons pas même besoin de venir dans l'aéroport là. Depuis là, quand nous sommes en Haïti, il n'y a pas Exactement. Exactement. Donc, je pense qu'il faut une réflexion profonde sur ces questions, une réforme curriculaire, et scientifique, etc. à ce niveau, à tous les niveaux, hein. Je veux dire primaire, secondaire, universitaire, c'est-à-dire une cycle professionnel pour qu'on arrive à un plan national et de formation et d'éducation qui correspondent à la réalité du pays. Professeur Benjamin, c'est professeur à l'université. Moi-même, je suis professeur à l'université. Je ne peux pas pardonner nous si nous avons fait une émission, ne pas aborder la question de l'université. Tout ça, nous dit là, tout ce que nous fait là, concernait également l'université. Donc, crise d'éducation, l'y présente tout en l'université. Donc, et l'université dans tout ça? Oui, bon, l'université a, malheureusement, une université qui remplit à peine son rôle. À peine son rôle. Bon, et les chercheurs de la question universitaire disent-nous que l'université a 3 rôles.
il a un rôle de diffusion du savoir. Yeah. Il faut le faire circuler savoir. Ou lire, ou le répéter dans la salle de classe, ça. Pour étudier, comment ça va passer, etc. Ou faire recherche, etc. Et il a un rôle de production de savoir. De production de savoir. C'est-à-dire qu'il faut que l'université a produit savoir dans le milieu côté l'implanté. C'est-à-dire pour l'aider Yeah. et approprier aussi le milieu dans tous les Et domaines. niveau ça très rudimentaire. Non, ici, quand on fait le constat, et on est qu'au niveau de la diffusion du savoir. Et encore, parce qu'il faut voir. Parce que, bon, Yeah. il y a des questions qu'on ne va pas aborder peut-être qui font problème ici, là, maintenant. Ah non, mais c'est ça l'analyse le dit. Si mais nous quittons ABCA, si nous cachons ABCA, nous allons répéter, la tuer malade là. voilà, on sait que Il faut traiter ABCA. donc l'université que nous avons aujourd'hui, c'est une université qui existe et avec beaucoup de difficultés. Bon, évidemment, il y a des explications à ça. Il y a des questions de ressources. Il faut bien comprendre qu'il y a un manque de ressources cruelles au niveau à la fois humaine et au niveau financier. Même si ces derniers temps, il y a une qualification de ressources humaines, et vraiment, qui nous arrive de l'extérieur, dynamique, fait par des collègues, etc., des docteurs, etc. Bon, beaucoup de laboratoires de recherche qui se mettent en place aussi, Yeah. et qui font des efforts, des publications. Mais même à ce niveau, on se dit toujours que, bon, il y a encore beaucoup à faire pour qu'il y ait ce rapport entre l'université et l'État. Bon, il faut savoir historiquement, à la vérité, il y avait toujours une méfiance en Haïti. C'est peut-être un héritage du Moyen-Âge entre l'université et l'État. Il y a toujours une méfiance et c'est toujours un espace surveillé, un espace contrôlé auquel il faut pas donner trop de moyens pour que ça ne se développe pas trop et devenir incontrôlable. Le savoir est dangereux. Le savoir est dangereux. Donc c'est un peu ça. Je pense qu'il faut réarmer l'université parce que n'oubliez pas, le budget de l'université, par exemple d'État, dans le budget national, c'est 1%. Yeah. 1% du budget. Le palais national, c'est près de 40%, Yeah. que je sache. En tout cas, l'exécutif. Bon, Yeah, alors, effectivement. faites la comparaison. 1% et 36-40%. Il n'y a pas photo. Donc, c'est-à-dire la priorité n'est pas, Non, son budget n'est pas le rachitique. savoir. N'est pas le savoir. Non, c'est presque inexistant, pratiquement. Et, ajouter à cela, il n'y a pas de mécène en Haïti. Il n'y a pas de mécène. Yeah. Les mécènes, ils financent, ils supportent les universités. Vous avez des rares cas. Pourquoi on va dire qu'il n'y a pas de mécène universitaire? Parce qu'il ne doit pas tourner l'autre activité. Oui, il n'y a pas de mécène universitaire. Il doit pas universitaire, on ne va pas tourner. Merci pour l'adjectif. Merci pour l'adjectif. Il n'y a pas de mécène universitaire. Yeah. C'est-à-dire que, parce que ça n'intéresse personne. Yeah. C'est plus facile de vendre du riz que de financer des études, etc. Donc, du coup, si l'université est anémiée, l'anémie ne s'explique pas par elle-même seulement, mais il y a des conditions environnementales qui occasionnent aussi, qui accentuent cette anémie et sur laquelle il faut réfléchir. Très bien. Professeur Benjamin, c'est ton plaisir pour que nous recevons sur le plateau. Donc, nous prions pour présenter conclusion à public là, juste avant que nous quittions le plateau. Bon, pour moi, c'est un grand plaisir pour me participer dans l'émission. Et malheureusement, nous n'avons pas aller plus loin toujours, mais bon temps. Et globalement, je pense que nous faisons le tour des questions principales. Et il faut gagner des espaces comme ça qui fait des promotions pour ce type de réflexion. En tout cas, pour impliquer le public là, dans la question. Ça. Et je pense que c'est à ça l'émission ça a joué. Et moi, souhaiter évidemment nous continuer à faire débat et nous continuer à échanger. Donc, c'est un grand plaisir. Merci, M. Benjamin. Donc, un grand merci à tous les téléspectateurs, toutes les téléspectatrices qui sont sur l'émission. Dans le cadre de l'émission, nous avons analysé, porté en jeu 12 mesures que le ministre Maniga a appliquées dans l'éducation dans le pays. Nous quittons un paquet de chaîne propositions sur comment il est capable de démocratiser l'école là, tant sur le plan quantitatif, tant sur le plan qualitatif, pour nous inventer une école républicaine, une école qui est utile à la société, une école qui permet que désormais, nous former des Haïtiens à la fois ancrés dans la culture haïtienne, mais ouverts sur le monde.
Émission ça, nous dédions à la mémoire de papa invité, Benjamin Père. Nous dédions tout à papa moi qui est dans l'éducation, pasteur Cadelus Veni, donc éducateur de longue carrière. Et nous dédions l'émission tout à tout le monde, tout enseignant, tout le monde à un niveau à un autre qui est dans l'éducation en Haïti. Donc, nous remercions nous toutes et nous saluons nous. Et nous remercions l'équipe technique là, sans lui-même, l'émission ne sera pas possible. Merci beaucoup. À bientôt.